Alors bonjour à tous et à toutes. Je vais peut-être, avant d'introduire le sujet, de discuter avec Chicon, introduire un petit peu le projet Coda, qui est donc un projet culturel et politique, qui est un bar en fait d'abord. C'est un bar de quartier, vous avez dû le remarquer. C'est un bar de quartier dans lequel on explore la jonction entre les questions affectives et politiques. Et donc on l'explore de plein de manières différentes. Parfois c'est explicitement politique, parfois c'est les plus implicitement. Un exemple que je donne toujours, qui est le cas paradigmatique de Coda, c'est on a fait une conférence sur Nelly Furtado, qui est une personne à propos de qui on partage beaucoup d'affects communs, en tout cas moi les personnes de ma génération, je sais qu'il y a ça, mais il y a aussi l'idée qu'il y a des souvenirs en commun, mais parfois c'est des souvenirs un peu coupables. En tout cas moi je sais que j'avais un peu ce rapport-là à Nelly Furtado par exemple, et on se disait c'est pas complètement apolitique, mais c'est pas complètement politique non plus, donc on se dit parfois c'est implicite, parfois c'est explicite. Et ni l'un ni l'autre ne nous gêne à Coda, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Et dans cette idée de lien entre les questions affectives et politiques, il y a des personnes qui influencent beaucoup notre vie, qui sont des personnes qu'on appelle des influenceurs ou influenceuses. Et en particulier, moi, je suis beaucoup sur Twitch et sur YouTube, mais beaucoup plus sur Twitch, en fait. Et le Twitch game, ce qu'on appelle le Twitch game politique, m'intéresse beaucoup. Et donc, au mois de février, on a reçu une personne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Wissam Gzelka. Début mai, on recevra une autre personne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Raz404. Et voilà, Prime. Voilà. Et aujourd'hui, on accueille Chicon Vénère, qui est la première personne qui a commencé à streamer à Bruxelles à propos de sujets politiques liés à la Belgique, ce qui parfois peut être un défi parce que on parle beaucoup de la Belgique et parfois on parle de ce sentiment d'illégitimité qu'on a à côté du grand pays, à côté, ce genre de choses. J'ai pas envie d'en parler trop, mais je pense qu'on va en reparler. Ouais, je pense qu'on va en reparler. Enfin voilà, donc bref. Oui, j'ai dit un petit mot sur Chicon, mais je pense qu'on va revenir un peu sur ton parcours. Et avant ça, peut-être, je voulais peut-être te proposer de dire un petit mot sur... donc en fait, auparavant, on soutenait les caisses de l'Université populaire de Bruxelles qui devaient faire face à une répression policière vraiment catastrophique. Et maintenant, ces personnes sont riches. Donc, on s'est dit qu'on allait soutenir une autre organisation qui s'appelle le TSFB. Et je proposais à Chicon de la présenter. Oui, du coup, l'événement est à prix libre. Donc, si vous pouvez mettre un sou à TSFB, qui est Trans Solidarity Fund. C'est un réseau de solidarité pour les personnes trans. Donc, n'hésitez pas à mettre un sou. Ils soutiennent financièrement les personnes trans en difficulté, que ce soit pour l'accès à leur transition, leur torso, leur autres soins dont ils ont besoin. Et les personnes trans sont victimes du fascisme, victimes déjà du capitalisme de base, déjà une condition très précarisante. Donc c'est important de soutenir ces personnes-là, soutenir ce collectif qui fait un travail de malade de soutien de plein de personnes trans qui relaient à leur caisse de grève, en fait, pas caisse de grève mais caisse de soutien. Donc n'hésitez pas, si vous avez de la thune ou si vous connaissez des gens qui sont un peu riches, n'hésitez pas à envoyer le truc. Grave chaud. Oui, et donc la caisse est sur le bar. C'est une caisse en fer avec un sticker. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas du tout, c'est quelque chose qui vous intéresse, la personne au bar n'hésitera pas à répondre à vos questions si vous en avez à propos du TSFB. C'est un super collectif, donc voilà. Elles sont très, très sympathiques, très ouvertes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter. Elles sont là pour vous si besoin. Nice, merci beaucoup. Et bien du coup, bonjour Chicon. Bonjour, merci d'être là. Yes, et merci à tout le monde ici d'être là. Écoute, j'ai envie de te poser quelques questions d'abord pour qu'on te connaisse un peu mieux. J'ai envie de savoir peut-être comment est-ce que tu t'es lancé sur Twitch ? Qu'est-ce que c'était Twitch ? C'était quoi ton expérience par rapport à ça ? Voilà, c'est une première question. Du coup, ça fait genre 6 mois plus ou moins que je me suis lancé sur Twitch et YouTube. Et je suis une personne qui me suis beaucoup politisée à travers de YouTube, surtout. Je suis plus une personne du YouTube game que Twitch game. C'est vraiment plus tard que je suis venu à regarder Twitch. Mais je suis fasciné par plein de trucs et je trouve qu'il y a plein de YouTubeuses qui font des contenus géniaux. Et notamment sur la politique française, j'ai d'abord regardé des vidéos de vulgarisation politique ou vulgarisation historique ou
gens comme Nota Bene qu'on connaît tous, qui sont des gens qui vulgarisent un peu l'histoire, c'est des choses qui m'intéressaient. Et après, du fil en aiguille, j'arrivais sur des contenus plus politiques et j'ai commencé à vraiment me poétiser en regardant des contenus de Mediapart, de Blast, et plus tard, après, des streamers, streameuses ou des youtubeuses plus spécifiques. Et en fait, avec tout ça, je me suis dit, mais c'est trop triste parce qu'il n'y a rien qui existe en Belgique. Et ça me saoulait en fait parce que j'ai pas du tout envie de faire ce taf. Je suis pas une personne, je sais pas s'il y a des gens qui regardent mes Twitch ou mes vidéos YouTube ici, mais je suis pas une personne hyper à l'aise socialement ou hyper drôle. Par exemple, tu parlais de Wissam que vous avez accueilli l'autre fois. Wissam, c'est quelqu'un de marrant, c'est quelqu'un qui fait des blagues, qui est très fort en public, qui arrive à prendre son public et faire des punchlines. Ça j'ai pas, donc s'il y a des gens qui veulent se lancer sur Twitch ou sur YouTube, allez-y, go, vous êtes tout aussi légitime que moi ou d'autres, et grave chaud. Mais ouais, il y avait ce truc de, en fait, moi j'avais envie de m'informer, je suis militante aussi dans des collectifs, et je trouve qu'on connaît pas assez, on connaît souvent les problèmes de fond, on voit les problématiques, on connaît la théorie parfois aussi. Je suis dans des collectifs parfois très, très poétisés et très théorisés, mais spécifiquement à la Belgique, on n'en sait rien de quels sont les fonctionnements de la Belgique, quels sont même moi je suis dans des collectifs révolutionnaires et du coup ça parle beaucoup de faire la révolution, mais qu'est-ce que ça veut dire, et je suis très favorable à l'idée de faire une stratégie, qu'il n'y a pas une stratégie qui va marcher, mais que la lutte elle va réussir si on a une diversité des stratégies justement. Et pour avoir cette diversité, il faut connaître aussi des choses plus institutionnelles, qui sont vues comme du réformisme, mais c'est justement cette diversité qui peut amener des gens qui commencent par le réformisme à venir à se radicaliser. Et pour faire ça, on doit connaître quelles sont les institutions, quelles sont les choses qui existent déjà. Et je ne suis pas là pour parler vraiment je ne suis pas réformiste, donc je ne suis pas là pour parler des institutions et de faire la promo de telle institution ou quoi, mais c'est parfois quand même des gens qui produisent des textes, qui produisent des enquêtes, des contenus qui sont intéressants et spécifiques à la Belgique. Et même s'il y a beaucoup de similarités avec la France, c'est quand même des situations parfois très différentes, très spécifiques. Et comme on en parle souvent nous deux, mais il y a une sorte de laxisme belge, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de se dire que c'est bon, c'est la Belgique, on fait des compromis un peu là, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est bon, quoi, c'est la Belgique, c'est pas aussi pire qu'en France, ou on aime bien voir la fascisation de la France. Mais la fascisation de la Belgique ou surtout de la Flandre, c'est quelque chose qu'on est, en tout cas dans les groupes militants de gauche, on a un déni face à ça. Ça commence à changer avec le MR, du coup, qui se fascise de plus en plus, mais du coup, ça fait réveiller un peu les Wallons. Mais la Flandre, ça fait des années et des années que c'est les mêmes stratégies, les mêmes fonctionnalités, et que ça imbibe la société flamande de pensée autoritaire, de pensée nationaliste. Et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte en tant que francophone, c'est que ça a une influence aussi sur nous francophones, même si on n'a rien à voir avec les Flamands, même si on ne relationne pas avec les Flamands. Mais en fait, on est un pays qui fonctionne comme ça, même et vu sa complexité, ça a une influence, même si on a notre RTBF, nos médias qui font le soi-disant cordon sanitaire, et on peut en discuter parce que ça c'est pas toujours le cas, mais même s'il y a ça, en fait, c'est les mêmes bureaux, la VRT et la RTBF, donc bien sûr que ça a une influence. Et quand tu as leurs collègues flamands qui invitent l'extrême droite toute la journée, bien sûr que ça va se ressentir, surtout on parle sur le long terme, mais ça fait 30-40 ans que la Vlaams Belang et la NVA sont des partis qui ont du coup leur mot à dire dans les conseils d'administration de la VRT, du service public. C'est des choses qui ont permis la fascisation de la société flamande, et je trouve que beaucoup de francophones sont trop naïfs vis-à-vis de la Flandre, que c'est un truc de oui, c'est lointain, c'est tellement complexe et on est régionalisé, donc ça va, c'est pas notre problème. Mais ça, c'est pas du tout vrai. Et il y a beaucoup de francophones qui arrivent à le théoriser sur la France. Il y a beaucoup de francophones qui arrivent à dire la France, la fascisation de la France, ça a une influence sur la Belgique. Tout ce qu'on voit passer en France, même le cordon sanitaire, prenons juste ça, le fait qu'il n'y en ait pas en France et qu'on regarde les médias français et tout ça, ça fait que techniquement le cordon sanitaire, il a beau exister en Belgique, ça marche pas parce qu'il n'y en a pas en France et qu'on regarde les médias français. Donc ça, on arrive à le théoriser. Mais à propos de la Flandre, vu que c'est beaucoup moins concret et beaucoup moins
quotidien, on n'arrive pas à le conscientiser, et je pense que c'est beaucoup plus insidieux du coup que l'influence de la France, mais sur le long terme, et ça fait des années que c'est en route, ça fait qu'aujourd'hui on arrive avec un MR qui est totalement extrême droitisé, avec un NVA au pouvoir, quoi. Genre, c'est quelque chose qui était il y a quelques années à peine impensable. Et les Wallons étaient à fond. La NVA, c'est un parti fasciste aussi, tandis que maintenant, les Wallons, on a limite oublié ce que c'était la NVA, quoi. Je trouve ça c'est hallucinant. Et pardon, je divague pour répondre à ta question. Divague. Pour répondre à la question, sorry, sur le pourquoi je me suis lancé sur Twitch, c'est surtout parce que j'avais envie de m'informer moi-même, et que j'ai deux manières de m'informer. C'est soit je regarde des vidéos, mais ça, il n'y en a pas du coup à propos de la Belgique, et soit je fais les vidéos, parce que du coup, je me force à lire les articles en entier, de m'informer jusqu'au bout sur le sujet, parce que lire des articles, juste pour moi, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à juste lire un article jusqu'au bout, ou s'il y avait un mot que je ne comprenais pas, ou une abréviation que je ne comprenais pas, ou une phrase journalistique que je n'arrivais pas à comprendre, j'abandonnais la lecture d'articles, et du coup, j'étais pas vraiment au courant de ce qui se passait, ou je regardais juste le titre ou le résumé. Et je trouve qu'en tant que militante de gauche, justement, c'est la force et la complexité de la gauche, c'est que justement, on considère tous les sujets comme des sujets complexes, qui ont besoin d'explications, qui ont besoin d'être approfondis. Et du coup, pour que je lise les articles jusqu'au bout, je me suis dit, je vais les lire en live. Et comme ça me force de lire l'article à l'avance, de m'informer s'il y a une abréviation que je ne comprends pas. Et voilà. Mais comme je disais, c'est pas quelque chose dont je rêvais de devenir influenceuse ou de devenir youtubeur ou quoi. Ouais. Mais c'est plus par envie que ça existe, et comme je disais, si je lance un mouvement et qu'il y a des gens qui se lancent et qui font ça mieux que moi, ou qui font ça différemment que moi, genre grave chaud et trop cool, tu vois. Genre, je pense qu'on a un besoin de comprendre comment la Belgique fonctionne, et comment du coup lutter spécifiquement contre l'extrême droite en Belgique spécifiquement, quoi. Mais, et je rebondis sur ce que tu disais par rapport à l'institutionnel, parce que c'est vrai que entre le moment où moi j'ai découvert tes vidéos et le moment où on s'est rencontrés, en fait, je voyais que à la fois, par exemple, moi j'ai découvert le travail de Chicon Venner sur les vidéos. Alors il y avait les vidéos sur le Mumba, on va en reparler, mais il y avait les vidéos sur le gouvernement de Wever. Et en fait, c'est assez drôle parce que il y a une nouvelle génération militante là qui est hyper active, qui est assez géniale, qui a en tout cas, allez, moi je vais peut-être parler de moi, ou en tout cas des personnes blanches qui ont découvert qu'en fait le consensus à la belge, c'est de la couille. Vous me comprenez, le consensus à la belge. La meilleure expression, mais voilà. que le consensus à la belge, quand il s'agit de violence policière, quand il s'agit du moment où tu dépasses un petit peu trop, en fait, il s'applique pas du tout. Ces mêmes personnes qui ont découvert ça peut-être l'an dernier sur les manifs, je pense à la manif devant l'ambassade d'Israël, ou deux manifs devant l'ambassade d'Israël, à la manifestation qu'il y a eu à Arlois, ça parmi énormément de manifs. Ces mêmes personnes, elles manifestent aujourd'hui contre le gouvernement Arizona, alors qu'elles sont peut-être même pas votées. Donc en fait, il y a quand même un fil qui est tendu. C'est là où je trouve que ton travail est très important. C'est qu'il y a un fil tendu entre l'institutionnel et ce qui se passe dans la rue. Et c'est là où, bien sûr, oui, on peut dire qu'on est des militants révolutionnaires, mais la politique du gouvernement nous impacte quand même, qu'on vote pas. Voilà quoi. Là, c'est moi qui divague. Je sais pas où je vais m'arrêter. C'est très bien dit. Voilà, écoute, j'ai envie d'introduire un peu peut-être les questions de contenu par rapport à ton travail. Comment tu présenterais, toi, peut-être que tu l'as déjà fait, je sais pas, mais comment tu présenterais le fil rouge de ta production ? Moi, ce matin, je regardais beaucoup de tes vidéos, et je me disais, mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de spécificité. En tout cas, si on reprend le triangle de l'intersectionnalité, il n'y a pas de spécificité. Tu traites de questions antiracistes, tu traites de questions de genre, tu traites de questions sociales ou liées à la classe. Peut-être que le fil rouge, c'est... Non, je réponds à ta place, c'est bien, super. Peut-être que le fil rouge, c'est l'intersectionnalité, justement, parce que je trouve que c'est crucial. Allez, je pense que j'ai quand même quelques fils rouges que je peux élaborer, mais clairement, les trois fils rouges que je vais vous dire juste après, je pense que, quel que soit le fil rouge, théoriquement, je suis convaincu que tout est lié, qu'il y a plein de choses qui s'influencent et qui sont... indéniable. Et quand on parle de sexisme, on ne peut pas parler non plus de racisme ou de rapport de classe. Il y a plein c'est des choses qui s'intermêlent, qui
qui sont de l'intersectionnalité. Je ne sais pas si tout le monde est au clair avec le terme intersectionnalité. Et du coup, mon fil rouge, disons que j'ai 2 fils rouges, parce que du coup, j'ai mes live Twitch d'une part et ma chaîne YouTube. Bon, je mets des extraits de mes live Twitch sur ma chaîne YouTube, mais j'avais aussi envie de prendre des sujets à propos de la Belgique, que ce soit l'actualité belge ou l'histoire belge, que je connais pas et que j'aimerais bien justement diguer et m'informer sur le sujet, parce que je suis vraiment toujours dans mon fil rouge, c'est vraiment genre je veux m'informer moi de base. Et du coup, il y a l'actualité d'une part que je fais sur mes Twitch, et il y a d'autre part l'histoire de la Belgique, et j'essaye d'avoir un fil rouge qui est surtout la lutte du coup contre l'extrême droitisation de la Belgique, et du coup le gouvernement Arizona, parce qu'il y a un parti d'extrême droite dedans, mais du coup pour moi la lutte antifasciste elle n'est pas possible si on lutte pas contre le racisme, si on lutte pas contre le sexisme, qu'on lutte pas contre l'homophobie, la transphobie, parce que c'est ces choses-là, le racisme, la transphobie, qui sont les choses qui vont alimenter les discours d'extrême droite, qui vont fasciser la Belgique. Du coup, en fait, la lutte contre les fachos, ce terme très concret et très vague en même temps, parfois ça peut être très concret, mais je veux dire, la lutte contre les fachos, en fait, c'est une lutte sociétale aussi contre le racisme, en fait, parce que c'est ça qui alimente la peur, la haine et le besoin d'autorité, de nationalisme. Et du coup, si j'ai envie d'avoir un fil rouge, essayer de comprendre comment la Belgique s'extrême droitise, comment est-ce que la Flandre, l'extrême droite flamande, influence sur la Belgique francophone aussi, ce fil rouge, il est impossible de l'analyser, de le suivre sans aborder les thématiques du racisme, sans aborder les thématiques de la transphobie. Et tu as parlé de Lumumba aussi, on peut en parler juste après. Mais pareil, c'est la lutte contre le racisme, mais la lutte contre le fascisme, c'est aussi de la lutte contre le colonialisme. Et du coup, se remettre en question sur nos colonialismes passés, mais aussi actuels, parce que c'est au cœur d'actualité aussi. On peut parler... ce ne sera pas forcément le sujet, mais bon, il y a le drapeau palestinien ici derrière, donc on peut parler de colonisation de ce là, mais même aussi de la Belgique. Il y a des entreprises belges au corps qui sont en train de miner au Congo, et tout le conflit au Congo, c'est lié aussi à des politiques et entreprises belges, pas uniquement, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe, hein, le conflit au Congo, je ne vais pas m'éloigner là-dessus parce que c'est très très complexe. Mais il y a des implications quand même aussi belges, et c'est des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, et qui sont liées à une histoire. Et en fait, si on veut s'attaquer aux usines minières maintenant qui exploitent le Congo, il faut aussi connaître l'histoire de la colonisation du Congo, l'implication de la Belgique, et du coup aussi l'histoire même de cette entreprise-là, parce que là je prends un exemple qui est l'entreprise Umicore, qui est une grosse entreprise minière au Congo, mais aussi dans d'autres pays. Mais à l'époque, cette entreprise, elle s'appelle l'Union minière belge, et c'est une entreprise qui a été accusée de crimes coloniaux, qui a fait des trucs dégueulasses au Congo, et qui a notamment été impliquée, selon nombreux enquêteurs, dans le meurtre de Lumumba lui-même. Donc moi je trouve ça terrifiant que quand je parle de Umicore et Union minière, c'est vu comme deux choses différentes, tandis que c'est totalement lié, et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et moi la première, c'est des choses que je connaissais pas avant de me lancer sur Twitch. Umicore, je connaissais de loin, mais je ne savais pas que c'était lié, je ne savais pas que c'était la même chose, je ne savais pas que le meurtre de Lumumba, je savais que la Belgique était liée à ça, mais concrètement, comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on parle de la CIA parfois aussi quand on parle du meurtre de Lumumba ? Pourquoi est-ce que l'Union minière est mentionnée dans le meurtre de Lumumba ? C'est toutes des choses qu'on ne sait pas, même en tant que militante de gauche ou d'extrême gauche, quoi. Et ça, je trouve ça inquiétant. Et pas inquiétant dans le sens, je ne vais pas blâmer les gens, parce qu'il y a aussi un besoin d'accès. Mais je trouve ça dommage qu'en tant que militante, on fasse pas plus le travail de l'éducation entre nous, pour nous, et aussi pour les autres, de vraiment essayer de ensemble, essayer de comprendre c'est quoi les problématiques, et ensemble, du coup, essayer de les résoudre, quoi. Mais écoute, j'allais parler de la vidéo sur le Lumumba, donc je ne sais pas si tu as encore quelque chose à en dire. Moi, je peux peut-être en dire un bref mot. C'est que justement, moi, j'ai découvert ton travail avec ça. Je trouvais ça super important, que moi, en tant que Belge blanc, je connaissais rien à ça, et ça fait des années que je me sens gêné par rapport à ça. Je ne sais pas si tu as un mot en plus à dire par rapport à ça, par rapport à ton trajet sur cette question, sur la manière dont tu as créé la vidéo. Voilà. Ce que je peux dire en plus, c'est que la vidéo sur le Lumumba que tu mentionnes, c'est juste un extrait d'un live Twitch, vraiment, parce que c'était l'actu, parce que c'était le jour de l'assassinat de Lumumba. Je pense que j'avais fait cet extrait.
Mais du coup, c'était vraiment dans la volonté aussi d'essayer de comprendre. Là, il y a l'occasion, il y a un point d'actu, donc essayer de comprendre ensemble c'est qui Lumumba, pourquoi il a été tué, pourquoi est-ce que la Belgique est derrière, pourquoi la Belgique a fait ça, et qu'est-ce qui s'est passé après, quelle est l'implication aussi avec toute la dictature de Mobutu après. C'est hyper intéressant et j'y connaissais rien non plus. Et je trouve ça chouette cette vidéo-là spécifiquement parce que c'est une de mes premières vidéos qui a vraiment percé. Allez, genre, j'ai pas fait le buzz ou quoi, mais je veux dire qui a fait 250 vues. Et c'était vraiment dans mes premières où le son était encore pourri et tout ça. Donc vraiment, j'étais étonné que mes vidéos faisaient 30 vues et là, ça faisait 250. Et je trouvais ça chouette parce que ça montrait que c'est un sujet que les gens ont en tête vaguement. On sait que Lumumba a été tué, on sait que la Belgique a colonisé le Congo, mais on ne connaît pas. On ne pourrait pas expliquer, on ne pourrait pas en dire plus. Et du coup, je pense que c'est un sujet qui, du coup, parle les gens et c'est pas anodin que ce sujet-là ait eu plus de vues que d'autres. Et voilà, et je trouve ça trop chouette, je trouve ça positif de voir qu'il y a une volonté vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au Congo maintenant et avant, quoi. Bah oui. Oui, moi, il y a autre chose qui m'a intéressé avec ton travail, et on a pu en parler ensemble, je trouvais ça très intéressant, c'est le rôle du travail journalistique néerlandophone dans ton travail. Donc, alors toi, tu es néerlandophone, mais ça prend, en plus de ça, une grande importance dans ton travail, et j'ai même l'impression qu'il y a une espèce d'effet miroir que nous, francophones, on n'a jamais, parce qu'on parle très peu flamand, malheureusement, par rapport à ça. Tu aurais envie de dire un mot par rapport à ça, et peut-être même du rapport entre la presse francophone, néerlandophone? Je pense que j'ai déjà dit que clairement, je pense qu'il y a une influence de la part de la presse flamande et de la société flamande sur la Wallonie et Bruxelles. Mais au-delà de ça aussi, ce qui est intéressant à la presse flamande, ce qui est intéressant déjà à la Belgique, c'est que tu peux comparer les deux. Tu peux comparer un sujet, si c'est discuté dans les deux parties du pays, tu peux comparer le sujet de comment est-ce que la presse flamande traite le sujet et comment la presse francophone traite le sujet. Ouais. Par exemple, pour prendre un exemple très récent, j'espère que tout le monde a vu passer, mais donc il y a eu une agression, un type qui a été reconnu coupable d'avoir violé une meuf, et c'est un étudiant en gynécologie qui a été du coup, qui n'a pas de casier judiciaire parce que il est talentueux et que ça entraverait sa carrière, sa future carrière. Et du coup, ça a fait un vent d'indignation, et c'est du coup une affaire de Leuven, donc en Flandre, qui est quand même venue dans les médias francophones. Donc trop bien qu'il y a quand même des infos qui passent, et on voit quand même un différent traitement. Très clairement, quand je vois, en Wallonie, je vois surtout de l'indignation de quelques médias qui essaient quand même d'expliquer l'affaire judiciaire en question. Mais en Flandre, on va inviter une politicologue qui va expliquer pourquoi c'est scandaleux de dire le nom de l'agresseur, parce que sur les réseaux, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit le nom du coup du violeur. Et du coup, pendant une demi-heure, on va débattre de ça, tandis que de l'affaire en question ou de l'indignation que ça provoque dans la société, ça, on a 2-3 mots. Et donc ça, c'est intéressant déjà d'analyser les différences et du coup de montrer aussi, avec le contre-exemple wallon qui est parfois un peu mieux, qu'il y a quand même une grande différence, et que du coup l'implication d'avoir la NVA et la Vlaams Belang dans le conseil d'administration de la VRT, ça fait que c'est quand même différent qu'avec le MR, qui est seulement récemment vraiment dans son extrême droitisation, et qui seulement récemment influence sur la RTBF. Mais on va voir ce même changement à la RTBF dans les prochaines années. Et deuxième point qui est intéressant, pourquoi je voulais nécessairement faire ça en français, tandis que je suis néerlandophone, c'est parce qu'en Flandre, il y a un médium qui s'appelle Apache, qui est un des seuls médiums d'investigation indépendants, et qui fait vraiment des enquêtes, qui va vraiment faire les enquêtes un peu comme Mediapart, quoi, mais avec beaucoup moins de financement, mais du coup qui va vraiment faire les enquêtes derrière les politiciens et dénicher les affaires. Par exemple, Reinders, le 1 million d'euros de détournement de fonds, c'est Apache avec le VIF, je pense, ensemble, qui ont fait une enquête ensemble. Donc c'est vraiment un médium dont on a besoin et dont les Français n'entendent rien, parce que les francophones n'entendent rien, parce que c'est qu'en néerlandais, que c'est très petit, donc ils n'ont pas la thune pour avoir des traducteuristes, ils n'ont pas la thune pour faire beaucoup de promos non plus. Déjà en Flandre, c'est pas très beaucoup lu, mais c'est des enquêtes concrètes et réelles sur ce qui se passe dans la corruption de ce pays, ce que le pouvoir fait dans notre pays. Et ça, c'est des choses
doivent être visibilisés. Que Reinders détourne 1 million d'argent public, c'est énorme. C'est énorme, 1 million, tandis qu'on vient creuser sur le déficit. Là, le gouvernement flamand veut débloquer l'or belge, qui est en total 20 milliards pour financer l'armement. Bon, c'est pas encore passé, mais c'est une proposition de loi. Tandis qu'on vient nous chier dessus qu'il y a un déficit budgétaire de 25 ou 30 milliards, tandis qu'en fait, on avait de l'or belge qu'on aurait pu dépenser pour financer nos retraites ou quoi que ce soit. Tu vois, donc, il y a vraiment plein de choses qu'on ne sait pas. Moi, je ne savais même pas qu'on avait de l'or en Belgique et que c'était si facile de le débloquer, apparemment. Tu vois, donc, c'est toutes des choses qui font aussi de l'indignation et qui par exemple, moi, je suis militante, je milite depuis plusieurs années, je ne vais pas en le détailler, mais j'ai eu des vagues de moins de force ou moins d'énergie ou moins de volonté ou d'espoir de militer. Et en fait, en faisant ces live Twitch, en m'informant de plus en plus, ça m'indigne et ça me donne beaucoup plus envie et de la force pour lutter. Parce que d'une part, je sais contre quoi je lutte. Je suis doublement indigné parce que je vois l'actu constamment et je l'analyse. Et troisièmement, si je sais ce qui se passe, il y a des réflexions qui se font aussi dans ma tête ou avec les gens sur Twitch ou dans mes collectifs militants il y a eu ça, comment est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Par exemple, cette histoire de cet agresseur, ce violeur qui reste dans l'impunité. Moi, je suis une personne qui est anticarcérale, je ne suis pas pour la prison, je pense que ce n'est pas une solution, mais c'est quand même un débat collectif qu'on doit avoir. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les violeurs? Qu'est-ce qu'on fait? Et je pense qu'il y a plein d'autres moyens de traiter ça collectivement dans notre société. Mais il faut que ça soit discuté, que ça soit un débat et que ça soit pas juste quelques groupes qui s'en prennent du truc ou qui mettent en avant leurs idées. Et très cool, mais il faut que le débat soit plus libéré en Belgique et que vraiment les gens reprennent en main la légitimité d'avoir un avis sur ce qui se passe en Belgique et d'être indignés de ce qui se passe en Belgique et de la corruption qu'il y a parfois aussi en Belgique, quoi. Mais oui, et c'est intéressant aussi parce que du coup, toi, tu parles du média Apache qui a l'air de sortir régulièrement des trucs, qui est plus petit que Mediapart. Et on peut juste se dire, on se le disait ce matin au Overscu, je raconte de vie, on se le disait ce matin, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu as une petite affaire qui sort, tu te dis, et surtout si tu compares à la France, tu te dis, il y en a combien qui sortent pas, quoi. Sur tous les sujets, quoi. Surtout qu'Apache est assez spécialisé en plus sur ce qui est plutôt économique. Clairement, c'est un médium qui est très petit, donc ils font pas des enquêtes sur tout. Et on en parlait justement ce matin, on se demandait en fait, parce que là, avec cette affaire de ce violeur, et notamment il y a une autre affaire en Flandre, parce qu'il y a un politicologue très connu, très médiatisé, qui est accusé de violences sexistes et sexuelles, et même abus de pouvoir en général. Et en fait, la première réaction de la VRT, ça a été d'inviter l'avocate de ce type pour venir déballer la défense de l'agresseur, tandis que la meuf en question qui est victime, elle a écrit un livre. Elle a écrit tout un livre pour expliquer, donc 14 ans après les faits, pour expliquer tout ce qui ne va pas. Et même, elle a discuté avec plein d'autres gens de l'université de Gand, parce que c'est le professeur là-bas. Et là, il y a eu plein de différents abus de pouvoir, pas forcément sexuels, mais dans d'autres situations. Et donc, elle décrit ça dans un livre entier. Et la VRT, donc service public, va en parler 5 minutes et puis donner la parole pendant 30 minutes à cette avocate. Et je trouve ça sidérant. Et par exemple, ça m'a fait penser on a plein de politiciens en Belgique. On a une culture du viol, clairement. On a un patriarcat, on a une culture de viol, notre société est sexiste. Je trouve ça, quelque part, tant mieux. S'il y a au moins d'agressions, au mieux c'est, bien sûr. Mais je trouve ça quand même étonnant qu'en 10 ans de MeToo, on n'ait pas de politiciens en Belgique qui soient accusés. Et je me posais la question de quelle est l'implication des médias derrière. Parce que si je vois la VRT qui en parle ainsi, 10 ans après MeToo, va parler ainsi d'agressions sexuelles, ça donne pas envie de parler, d'accuser qui que ce soit, et surtout pas des gens du coup qui sont ministres ou députés. Et je me pose vraiment la question, est-ce qu'il y a même des cellules internes dans les partis? Ça, j'en sais rien. Et c'est toutes des choses que je sais pas, qui sont pas des sujets en Belgique. On sait pas, même dans les partis de gauche, PTB, Écolo, PS, est-ce qu'ils ont des cellules internes d'écoute pour les violences sexistes et sexuelles? Peut-être, s'il y a des gens de ces partis dans la salle, dites-moi, mais j'en sais rien. Et
Et même si c'est le cas c'est jamais sorti, il n'y a jamais d'affaires qui sont sorties, il n'y a jamais eu de communiqué de ces trucs. On connaît les cellules d'écoute dans les partis français, hein, parce que là il y en a, c'est pas fameux, hein, ça aboutit pas à grand chose, mais parfois ça fait quand même sortir une affaire, et au moins il y a l'information. Ouais. Et même ça, on n'a pas en Belgique, et tant mieux s'il n'y a pas d'agression sexuelle, je répète, mais connaissant la culture du viol, le pouvoir, les problèmes qu'il y a dans notre société, je trouve ça quand même étonnant et inquiétant. Du coup, s'il n'y a vraiment pas de libération de la parole sur ce sujet-là ou sur d'autres, je trouve ça quand même inquiétant, et je pense que ça passe par l'information. Et par exemple, s'il y a des Twitcheuses qui viennent réagir à ce scandale et qui débunkent comment la VRT en parle, ou qui soutiennent la victime et des choses comme ça, ça donne plus envie d'en parler. Et s'il y a d'autres médias qui existent, Apache, du coup, là clairement tu dis, ils sont très antifascistes et très focus sur les corruptions économiques. Ils font pas d'enquête comme Mediapart sur les agressions potentielles qu'il y a sur des gens. C'est très dommage, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est juste parce qu'ils n'ont pas le temps, pas les moyens ou pas les connaissances, mais il faudrait ça. Et en fait, s'il suffit même des chaînes YouTube, des plateformes où des victimes peuvent venir prendre la parole, venir débouler, Twitch, c'est ça qui est très intéressant à Twitch, c'est qu'on a le temps de discuter, de parler, de débouler toutes nos critiques, nos problèmes, nos traumas. Ça peut être un moyen de libération de la parole. Mais pour ça qu'il faut que ça soit diffusé, ces infos, on critique comment la VRT traite ces questions-là. Et voilà, je sais plus ce que c'était la question de base, mais... Non, mais oui, à fond. Mais ouais, en plus c'est marrant parce c'est peut-être que moi et peut-être que je projette, mais on a toujours un peu en tête, j'ai l'impression, allez, on va dire un on, mais imaginez que c'est moi qui je parle pour moi, mais on a toujours en tête qu'en Belgique, quelque part, on est quand même un peu moins facho qu'en France, qu'on a en tête, je sais pas, le fait que le mariage homosexuel, c'était en l'an 2000, si je dis pas de bêtises. En tout cas, 2003, excuse-moi. Et en tout cas, il y a un bon moment, quoi. On pense à la Wallonie qui s'oppose au TTIP, alors que c'est le Parti Socialiste qui fait ça. On se dit, ok, on est quand même un peu plus de gauche, mais en fait, ce que tu dis à ce niveau-là, d'un point de vue médiatique, tu te dis, ah mais quand même, enfin, voilà, après, le problème, c'est qu'on parle de trucs qui n'existent pas, donc c'est tendancieux, on peut pas en dire beaucoup plus, mais bon, c'est vrai que on parle parfois de choses très concrètes et qui existent. Et quand on parle de critiquer le gouvernement Arizona, de leurs projets, c'est quelque chose de très concret. On parle de la vie des gens. Quand on parle de diffuser des informations, de comment la VRT traite certaines informations. Je sais plus si c'était prévu dans tes questions, mais il y a par exemple des meurtres homophobes ou transphobes ou queerphobes en général en Belgique. C'est pas un sujet, tandis que ça existe. C'est des gens qui se font tuer par leur identité en Flandre ou en Wallonie, autant, mais c'est des choses qu'on connaît pas, on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur histoire, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si c'est isolé ou pas, si c'est systémique, on ne sait même pas comment les médias le traiteraient, parce qu'ils ne le traitent pas du tout. Et c'est effrayant. Et par exemple, une des seules affaires de meurtre homophobe qui a été commis en Flandre, qui a été médiatisé, c'est le meurtre de David Paul Fleet en 2021, 6 mars 2021. Ou 3, je sais plus, je sais jamais. Mais bref, c'est pas important. Mais du coup, cette personne qui a été tuée il a été attiré sur l'application Grindr pour être tué dans les bois par des gens. C'est clairement un guet-apens homophobe. Ouais. Et dans les médias flamands, on parlait du fait que les gens en question qui l'ont tué, ils faisaient la chasse aux pédophiles. Et que du coup c'était tout ce narratif-là qui était diffusé dans les médias flamands, tandis que la chasse aux pédophiles, l'amalgame entre pédophiles et homo, c'est un truc historique aussi qui a été fait pendant des années de mettre à côté les homos et les pédophiles. Et même si c'était une personne pédophile, ce qui n'était pas du tout le cas, mais même si c'était le cas, on va pas tuer des gens. Et du coup, il y a vraiment un truc le narratif de la VRT, c'était à la limite, il a bien cherché. Tandis que déjà, il n'avait pas du tout bien cherché, c'était juste un homo. Et de deux, c'est quoi ce narratif de merde, quoi. Et donc c'est terrifiant, je trouve. Et des choses comme ça qu'on s'indigne pas plus sur l'insulte que c'est à plein de gens, comment les médias parlent de certains sujets. Je trouve ça dommage, et justement des plateformes comme Twitch, YouTube, ça permet de pouvoir avoir une autre parole et venir montrer notre indignation de ce qui se passe dans nos médias pour lesquels on paye, parce que c'est des médias publics, quoi.
Ben oui, moi il y a une autre vidéo de toi sur laquelle j'ai envie de revenir. En fait, moi je me rappelle que quand j'étais petit, j'avais un poster chez moi qui appartenait à mon père, qui était le poster du Monde diplomatique sur lequel il disait à qui appartient la presse française. On était à Bruxelles et donc on voyait bon, à l'époque il y avait moins de groupes que maintenant, je pense. Maintenant, enfin il y avait plus de groupes que maintenant. Maintenant c'est vraiment resserré, si j'ai pas de bêtises. Et donc on n'interroge pas trop ce qui se passe en Belgique. Et toi, récemment, tu as publié une vidéo qui s'appelle le Bolloré belge. Est-ce que tu as envie de revenir un peu là-dessus ? Oui, ben en fait, j'ai beaucoup parlé du service public, mais on a des médias privés aussi en Belgique et on n'a aucune idée de qui sont les patrons de ces médias. On ne sait pas même s'ils ont d'autres financements, s'ils travaillent autre part. Et par exemple, Bolloré, tu prends l'exemple. Bolloré, c'est quelqu'un de très connu, surtout chez les militants de gauche. On sait aussi qu'il a des affaires en Afrique, qui fait de l'exploitation à plein d'autres endroits. Mais en Belgique, déjà, on ne sait pas leur nom, on ne sait pas qui sont. Et pour prendre l'exemple de la vidéo là en question, je parlais de Vincent Van Thilo, qui est le patron du coup de DPG Media. DPG Media qui est la plus grande entreprise de médias flamande, mais qui a aussi du coup quelques médias francophones et aussi 3/4 des médias hollandais. Ce qu'on oublie souvent, mais des Pays-Bas, quoi. Donc c'est vraiment une multinationale qui est hyper, qui fait plein de thunes, et c'est des médias privés. Et ce type-là en question, Van Thilo, cette famille, c'est une famille d'anciens collabos. Toutes leurs familles ont collaboré, leurs oncles sont en prison, et vraiment c'est des vrais fachos, quoi. Donc même si lui, techniquement, on n'a pas de preuve que c'est un vrai facho, toute sa famille, c'est des fachos. Donc à un moment, avoir ce type-là comme patron des plus gros médias en Flandre, parce qu'on parle de VTM. VTM, c'est la plus grande chaîne, c'est un peu RTL en Flandre, et je pense RTL d'ailleurs qu'ils ont à 50%, c'est à DPG Media, c'est 50% DPG Media et 50% un groupe francophone. Donc c'est les plus grosses chaînes belges qui sont dans les mains d'un type qui est une famille de collabos, et je trouve ça dingue que c'est un truc qu'on ne sait pas en Belgique, qu'on ne conscientise pas que quand il y a des intérêts financiers aussi, parce que toute cette famille, bon, lui, il est patron de presse, mais son frère qui est marié à la patronne d'Iteren, qui est une entreprise d'export de voitures, je pense. Mais du coup, par exemple, dans les journaux de DPG Media, il y a plein de pubs pour les voitures constamment. Il y a toute une promo chaque année pour le salon de l'auto. Et toutes des choses-là, qu'on ne questionne pas pourquoi nos médias parlent constamment de salon de l'auto. Et en fait, on devrait savoir que c'est parce que sa belle-sœur en fait est patronne d'une entreprise d'auto et des choses comme ça. Et ça, on ne conscientise pas. Aussi même que Van Thilo, ce type-là, en fait, il est très proche de Bart De Wever, notre Premier ministre. Ils ont été dans les mêmes groupes de jeunesse nationaliste ensemble quand ils étaient gosses, Bart De Wever et lui, et d'autres membres de la NVA et du Vlaams Belang et d'autres partis. Ces gens-là, ils se connaissent très bien. Donc Bart De Wever, qui est invité constamment, surtout avant ces élections-ci, Bart De Wever, c'est une personnalité publique. C'est quelqu'un qui était un Beken de Vlaming, comme on dit en Flandre, c'est un flamand connu. Et un flamand connu, ça peut être autant un acteur qu'un régisseur qu'un politicien. C'est des gens qui viennent dans des émissions télé. Et il y a beaucoup ça en Flandre, de vraiment la popularisation de la politique. Et du coup, Bart De Wever était présent partout. Et en fait, qu'il soit invité dans tous les médias à faire toutes les émissions de télé, peut-être c'est parce que le patron, c'était son pote d'enfance, quoi. Et peut-être que c'est lié que lui ait de la place partout dans les médias parce qu'ils sont potes et que leur famille, c'est des familles nationalistes depuis des années, de père en fils, ça a collaboré partout. Donc peut-être tout ça, c'est lié, quoi. Et ça, c'est des questionnements qui sont importantes pour pouvoir... c'est quelque chose qui indigne aussi tellement que ça donne envie de se lancer dans d'autres projets, de se lancer dans des médias indépendants ou de soutenir Apache. En fait, quand tu sais tout ça, ça te donne plus envie de mettre un sou pour un média indépendant comme Apache, parce que tu sais que derrière, c'est des collabos, quoi. Donc ça te donne plus envie. Mais si tu sais pas et que voilà, c'est juste des médias privés, tu te dis oui, ils sont un peu capitalistes, mais t'en sais rien en fait de qui sont ces médias. Au final, les médias indépendants, ils crèvent et on n'a pas de réelle information. Et le jour où il faudra collaborer, t'inquiète pas que Vincent Van Thilo, il collaborera, quoi. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais j'ai envie de passer à une partie plus, je sais pas comment on dit, j'allais dire affective, mais non, c'est pas ça, mais parler un peu plus d'affect ou au moins, dans un premier temps, du rapport aux plateformes. Si on se dit que les plateformes, c'est des outils, et que tu peux dire quelque chose sur un TikTok, tu peux dire quelque chose sur un Twitch, c'est pas les mêmes temporalités, c'est pas les mêmes modalités d'écriture. Toi, c'est quoi ton rapport à ces outils ?
peut-être en tant que personne qui en consomme, ou en tant que personne qui écrit. Voilà, je ne sais pas ce que tu aurais à dire dans ce cadre-là. Bah, c'est très différent Twitch ou YouTube, hein, parce que, comme tu dis, Twitch c'est en live, du coup, ce que j'aime bien à Twitch, c'est que déjà on peut se tromper. C'est ce que Wissam disait aussi. C'est quelque chose qui est chouette à Twitch, c'est que on est là vraiment pour discuter. C'est vraiment, on est là pour prendre le temps. C'est plusieurs heures. On lit des articles ensemble ou on discute ensemble, et c'est pas grave si j'ai pas le chiffre ou si j'ai pas l'info directe. Je vais chercher sur internet en live ou quelqu'un me donne l'info. Et c'est ça que je trouve beau à Twitch, c'est que c'est vraiment le truc de je suis pas sage et je suis pas l'expert qui vient débouler son discours, mais on découvre ensemble qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi cette histoire de Reinders qui détourne de l'argent, ça veut dire quoi. Moi perso j'y connaissais rien, j'y connais très peu en économie, et du coup quand on parlait de dividendes et qu'il avait acheté des tickets à gratter et tout ça, j'y comprenais rien, tu vois. Donc avoir lu un article avec les gens sur Twitch, il y avait une personne à ce moment-là en slave qui comprenait un peu plus l'économie, qui expliquait du coup en live c'est quoi une dividende et tout ça, et du coup je trouve ça chouette parce que collectivement on apprend des choses. Donc Twitch, j'aime bien ce côté-là, vraiment ce truc de on est ensemble, il n'y a pas de ça, d'accord, c'est moi qui ai le micro, donc clairement c'est plus centré sur moi, mais c'est pas, je trouve qu'avec YouTube, vu que c'est préparé à l'avance, c'est construit, c'est écrit, c'est monté, il y a plus un truc de c'est une personne qui parle et on l'écoute, et il n'y a pas de, et tu peux mettre pause et réfléchir, mais je veux dire dans Twitch, il y a vraiment en mode limite on peut me couper dans ma parole, tu vois, on me dit non là ça va pas du tout, ou là je comprends pas ce que tu dis, parfois je m'arrête de parler, je vois que quelqu'un n'a pas compris, j'explique, et c'est ça que je trouve beau à Twitch, et tandis que YouTube c'est beaucoup plus, c'est plus en mode star que sur Twitch. C'est pour ça que je suis plus à l'aise sur Twitch, parce que j'aime pas ce côté starification. Je me considère comme idéologiquement, je suis plutôt du côté du bord anarchiste de la force, et du coup, j'ai pas envie qu'on connaisse mon nom, qu'on m'adule, ou qu'on pense que j'ai la bonne parole, ou que je prêche la bonne parole. Je vais me tromper, je peux me tromper, ça va arriver plein de fois, mais justement, c'est ça que j'aime bien à Twitch, c'est que on est plusieurs cerveaux ensemble pour pouvoir se rappeler qu'il y a tel sujet, ou là ça va pas ce que tu dis, ou là j'ai tel chiffre, et ça que j'aime beaucoup. Mais en même temps, ce que j'aime bien à YouTube, c'est que là je peux parler de sujets vraiment qui m'intéressent un peu plus dans mon truc, parce que j'aime beaucoup l'histoire, et du coup j'aime bien les sujets historiques, d'aller un peu diguer qu'est-ce qui s'est passé en 1960 en Belgique ou quoi. Et ça c'est plus compliqué à formuler en Twitch, parce que c'est plus du travail de recherche, et donc là j'aime bien faire ces vidéos là, mais c'est plus mon plaisir personnel. Mais dans le plaisir du résultat, je prends beaucoup plus de plaisir à Twitch, parce qu'il y a vraiment un sentiment de construire quelque chose ensemble, ou en tout cas s'informer ensemble ou se questionner ensemble. Tandis que YouTube, j'ai plus l'impression j'ai ma petite zine, j'ai ma petite envie, ma petite idée de vidéo, je la poste, et voilà, vous en faites ce que vous voulez. Tandis que Twitch, j'ai plus d'attente de la part des gens qui sont là, qu'on vient, on discute ensemble, on s'informe ensemble, quoi. C'est intéressant parce que la notion d'erreur, elle revenait souvent quand on discutait avec Wissam, et c'est assez frappant quand on discute avec toi. Donc on a discuté 2 fois avant cette soirée, et du coup j'ai envie de prendre la balle au bon, parce que c'est assez frappant, c'est ce que j'allais dire, le fait que tu parles beaucoup de légitimité, mais t'es pas en train de faire ouin-ouin. Je pense que ton contenu il est là, il est carré et tout. Mais du coup, moi je pense que c'est un bon truc, si on veut parler d'affect et de politique, de se nourrir de ça et de se dire il y a de la place et qu'il faut que d'autres personnes se lancent. Et parfois ça fait du bien en fait d'avoir des gens qui doutent, mais sans se mettre en question trop, hein, mais voilà. Donc j'avais envie de te poser une question peut-être sur ces questions de sentiment d'imposteur, de légitimité, de comment on se lance, de comment on se plante, de comment la motivation peut fluctuer, j'en sais rien, ce genre de choses. Je sais pas ce qui t'inspire à ce moment-là. Je veux pas être trop intrusif aussi. Hein, non, t'inquiète, de toute façon je réponds ce que j'ai envie, mais, oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a vraiment je me serais pas lancé si c'était pas Twitch, je pense, parce que je me serais pas lancé sur YouTube à faire des vidéos si j'avais pas commencé sur Twitch avant, et qu'il n'y avait pas eu 2-3 gens qui me regardaient, qui me parlaient, qui me donnaient des critiques ou pas, et qui du coup me soutenaient dans mon questionnement de légitimité, parce que clairement je me sens très illégitime encore maintenant, même si ça fait 6 mois que je fais ça, et que j'ai un peu de vue, je me sens quand même très illégitime, parce que je suis pas experte, j'ai pas de diplôme, j'ai pas fait d'études, j'ai pas 50 ans
de syndicalisme, d'expérience derrière moi. Donc c'est ça que j'aime bien à Twitch, c'est que je peux dire à mon public, j'ai un avis, je vous lis tel article, je vous parle de tel sujet, mais je suis pas omnisciente, je n'ai pas la réponse à la lutte, j'ai pas la réponse au questionnement. C'est comme aller, par exemple, si on parle de anticarcéralité, c'est un de mes avis, mais j'ai pas la solution, j'ai pas la réponse de qu'est-ce qu'on doit faire du coup avec les violeurs, les gens qu'on veut pas comme voisins, c'est pour le dire comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas la solution et je prétends pas avoir la solution, jamais, mais j'ai envie de montrer que j'ai pas la question et la réponse, et que du coup je pense que personne n'a la réponse, mais du coup que la réponse justement elle est collective, et ça c'est mon idéologie aussi, que je pense que personne n'a la réponse, il n'y a pas de leader providentiel qui viendra nous sauver, la réponse elle sera collective, et du coup je pose des questions pour que justement les gens y réfléchissent, ils discutent entre elles avec leurs copains, et que ça soit des sujets de société, et que des sujets comme Brainders deviennent des sujets qui sont discutés au bistrot, qui sont discutés au travail, qui sont discutés avec la famille, t'as entendu ça, et que ça soit pas juste un article de la RTBF, oui on a l'info mais on sait pas le fond, et au moins s'il y a un membre de la famille qui a vu la vidéo de Chicon Vénère et qui sait de quoi il s'agit, pourra expliquer que en fait c'est comme ça que ça fonctionne, le détournement de fonds, et que ça vienne vraiment un sujet que les gens sont animés par ça, et que du coup l'indignation aussi je pense qu'elle sera d'autant plus forte et d'autant plus durable, et qu'un mouvement social durable se fait aussi par l'information, et d'animer ce besoin d'être indigné, ce besoin de savoir de pourquoi on lutte, et même si on le sait, bien sûr qu'on sait pourquoi on lutte toujours dans notre tête, mais parfois il faut un petit rappel de ok, les fascistes c'est ça, ok, les politiciens capitalistes ils font ça, ok, les partis quel que soit le pouvoir ils font ça toujours, et donc ça c'est des rappels importants. Et comme je disais là tantôt, avant de me lancer sur Twitch, j'étais dans un down de foi, j'en ai marre du militantisme, j'y crois plus, j'ai pas la foi, y a tout le monde qui crève en Palestine, y a ça qui se passe au Congo, on a un gouvernement de merde, j'ai vraiment pas la foi. Mais du coup là, au plus je m'informe, au plus je me dis ok, j'ai pas la foi, mais genre il y a quand même des vraies raisons pourquoi ça m'énerve, et du coup je reste pas avec je sais plus comment dire, ma frustration solo, et que j'essaie, au moins je diffuse l'info, et comme ça les gens ont l'info si elles veulent, et elles font ce qu'elles veulent avec, quoi. Et puis il y a peut-être ce rôle qui est qu'on oubliait de dire, que les organisations politiques comme les partis ou les assos avaient auparavant, et que maintenant elles partagent, c'est qu'en fait il y a un rôle affectif de l'espace où on se politise en collectivité, c'est-à-dire c'est le rôle d'être en collectivité, donc d'avoir des affects communs. Oui, l'affinitaire, quoi, oui, clairement. Voilà, après, ça c'est aussi, dans les milieux militants, il y a cette notion d'affinitaire, mais ça doit aller aussi plus loin, de connaître ton quartier, connaître les lieux où tu habites. Si on veut vivre ensemble, c'est vivre avec tout le monde, et on doit réfléchir à ça, et bien sûr en se mettant en sécurité avant tout, toujours. Mais moi, j'avais toujours un peu peur de l'entre-soi chez les militants, militantes, chez les groupes militants, et qu'on restait un peu trop entre nous, et qu'on touche, qu'on se questionne sur tel ou tel sujet, qu'on touche un peu les gens autour de nous. Mais au-delà de ça, on change pas grand-chose à la société, on n'influence pas beaucoup sur le débat public. Et je suis pas en train de dire d'aller dans le réformisme ou d'aller dans les trucs institutionnalisés, c'est vraiment pas ce que je dis, mais ce que je dis, c'est essayer de se re-questionner aussi comme pourquoi est-ce que nous, on est rentré dans la lutte, et parler d'émotions aussi. En fait, pour moi, si je lutte, c'est parce que j'ai pas envie de voir des gens crever, c'est parce que j'ai pas envie de voir mes adelphes crever, j'ai pas envie de voir des immigrés se faire refouler à la frontière, et c'est pour ça que je lutte, et que ça donne envie de réfléchir à une société différente et à une société meilleure. Mais pour ça, il faut se rappeler toujours pourquoi on lutte. Et moi, quand j'avais 17, 18 ans, je savais pas tout ça, j'avais pas toutes ces infos, et c'est au fil du temps, en apprenant plus de sujets. Moi, je suis parti dans le militantisme climatique de base. En partant de là, j'ai commencé à toucher à plein d'autres sujets. On m'a appris plein d'autres trucs. Mon indignation n'a fait que grandir, et maintenant, j'ai envie de lutter contre le racisme, j'ai envie de lutter contre le sexisme, contre la transphobie et plein d'autres sujets, quoi. Donc ça a allumé une flamme, quelque part aussi, d'être informé. Donc je pense que c'est crucial. Est-ce que tu crois qu'il y a de la place
pour d'autres personnes qui voudraient streamer ou influencer politiquement en Belgique? Pour moi, oui. Sûr qu'il va dire non. Mais oui et non, parce que je trouve que c'est compliqué, la Belgique spécifiquement, parce qu'en fait, on a tellement peu de contenu que, par exemple, si je pense à Twitch, qui est beaucoup du react, et je sais pas si vous voyez Twitch, mais vraiment, c'est beaucoup de la réaction à d'autres vidéos ou de la réaction à des JT ou des trucs de nouvelles. Mais en Belgique, on a beaucoup moins de fragments vidéo, que ce soit des youtubeurs, youtubeuses ou des créateurs de contenu qui existent en Belgique. Donc faire du react, en fait, ça n'existe pas trop en Belgique parce qu'on n'a pas les ressources, à part regarder le JT en react, ce que je fais parfois, mais c'est pas souvent très intéressant. Et du coup, oui, j'ai envie de dire que c'est possible parce qu'il y a justement une niche et qu'il y a rien, donc il y a plein de sujets à aborder spécifiquement sur la Belgique ou juste parce que t'es belge ou quoi. Donc go, mais je pense que c'est plus compliqué qu'en France, par exemple, parce que là, il y a tellement de contenu que si tu as envie de juste réagir et donner ton avis sur un autre contenu, ça existe. Et même des contenus d'extrême droite. Je suis très content qu'il n'y ait pas de médium d'extrême droite sur YouTube, ou pas que je sache, en Belgique, mais ça reste des contenus sur lesquels tu réagis. Et je pense à des streamers, streameuses un peu qui se sont popularisés par ça, comme que ce soit Daniel Raz, Cassandre. C'est en réagissant à des gens d'extrême droite comme Thaïs Descuffon qui fait ses vidéos d'influenceuses d'extrême droite. C'est des contenus, mine de rien, sur lesquels ils peuvent réagir et du coup créer du contenu. Et ça n'existe pas en Belgique. Bien sûr, je suis très contente qu'il n'y a pas de contenu d'extrême droite qui existe en Belgique, mais même d'autres trucs. Je veux dire, je pense à Hugo Décrypte en France, qui fait vraiment de l'information d'actualité très basique, c'est pas forcément très radical, mais du coup, et même un truc comme ça n'existe pas en Belgique, donc ou pas beaucoup en tout cas, ou à peine, où il y a un petit compte sur Instagram qui fait vite fait de l'actu, Askip ça s'appelle. Mais c'est pas très politisé, c'est pas très poussé, c'est pas très dans les détails, et du coup il n'y a pas assez de contenu en tout cas sur comment fonctionne Twitch. En Belgique, c'est compliqué. Oui, moi, ce que je fais sur Twitch, je lis des articles. C'est pas le truc très populaire sur Twitch ou qui est très excitant à regarder non plus. Donc, je pense pas qu'il y a une niche là-dessus. Mais YouTube, j'ai l'impression que clairement, parce qu'il y a très peu de youtubeurs et youtubeuses de France belge et qui parlent de la Belgique encore moins. Donc, je pense que là, oui, clairement, il y a de quoi investir le milieu, quoi. Après, j'ai l'impression aussi que, enfin, c'est juste une courte phrase, mais que les contraintes sont là pour créer de nouvelles idées et que précisément on pourrait se nourrir de ce truc-là, de se dire effectivement on n'a pas 46 chaînes d'infos avec 46 000 trucs de vidéos sur lesquels on peut react, mais que précisément on pourrait trouver un autre billet pour faire quelque chose et que l'originalité de la Belgique pourrait passer de défaut à qualité pour... Je me dis que ça pourrait, que des nouvelles créatrices pourraient se mobiliser, avoir des idées complètement folles, et après on grave, en soi, Twitch, ce qui est chouette à cette plateforme, c'est qu'il y a plein de possibilités. C'est ce que tu veuilles aller lire des articles comme moi ou faire juste parler, juste geeker, juste streamer, tout ce que tu veux. En soi, il y a plein de choses que tu peux faire. Donc ça, c'est ça qui est hyper intéressant à Twitch. Et grave, go diversifier le truc et que des gens se lancent même sur n'importe quel sujet, que ce soit un peu politisé. Et moi je me suis dit parfois, moi je suis une personne qui adore geeker, je joue énormément sur des jeux d'ordi, et du coup je me suis posé la question, est-ce que je geekerais pas juste en streamant et je parle de politique en même temps en geekant. Je sais pas s'il y a une niche pour ça en Belgique ou si c'est quelque chose qui intéresserait les gens, et je vois parfois des Américains faire ça et que ça marche pas mal, mais j'en sais rien, tu vois. Mais voilà, il y a plein de solutions, il y a plein de possibilités sur Twitch, et c'est ça qui est beau, quoi. Moi, j'ai déjà vu Moody parler de violence policière en jouant à GTA. C'était assez génial, quoi. Voilà. On arrive tout doucement à la fin. Moi, il y a une question que j'ai envie de te poser, parce que ce matin, tu m'as parlé du projet que tu as sorti hier, que j'ai pas eu l'occasion de voir, mais tu m'as parlé aussi d'un projet sur lequel tu bossais. Peut-être tu as envie de parler du futur de la chaîne. Voilà, je n'hésite pas. J'ai sorti une vidéo hier qui n'a pas du tout marché, mais comme toutes celles que je fais sur le mouvement flamand, c'est l'histoire du mouvement flamand que je sors une série là-dessus, parce que comme je disais, je pense que ça a une influence sur le reste de la Belgique. Et d'une autre part, je trouve ça fascinant parce que c'est des stratégies que l'extrême droite à l'époque et encore actuellement utilise, et c'est exactement les mêmes stratégies que le MR utilise, que les partis aujourd'hui utilisent. Et en fait, je trouve ça
dingue que en fait c'était les mêmes stratégies il y a 60 ans et ça marche toujours aujourd'hui, tu vois. Donc et je trouve du coup d'une part je trouve ça fascinant et je trouve ça aussi intéressant du coup de mettre en perspective les stratégies du passé et celles d'aujourd'hui. Notamment par exemple, si je prends un exemple, c'est la victimisation de l'extrême droite. On a vu avec la manifestation du 8 mars, il y a eu le MR qui sont venus au 8 mars avec déjà leurs grosses pancartes MR, mais aussi des t-shirts transphobes. Et du coup, elles se sont fait dégager. Sur les réseaux, après, c'est en mode regardez les activistes gauchistes qui tapent des femmes, qui chassent des femmes de la manifestation. Donc, c'est vraiment la stratégie de la victimisation. Et quand tu regardes l'histoire de la Flandre, ou même l'histoire de la Belgique, parce que c'est pareil en Wallonie avec le parti de Léon de Grelle, Rex, mais c'est que de la victimisation. C'est vraiment de la victimisation des collaborateurs de la Première Guerre mondiale qui se mettent en victime, qu'ils ont été condamnés juste parce qu'ils sont flamands. Et du coup, 15 ans plus tard, en 15 ans, tu passes. En fait, c'est ça qui est fascinant en fait à la Flandre, c'est que en Première Guerre mondiale, la majorité des Flamands étaient belges, étaient nationalistes belges et se battaient pour la Belgique contre l'occupant allemand. Il y avait énormément de résistance pendant la Première Guerre mondiale. Et ce qu'on ne sait pas souvent en tant que Wallon, on voit toujours les Flamands comme des gros collaborateurs, tandis que en Première Guerre mondiale, ils ont résisté de ouf et c'était une minorité qui collaborait pendant la Première Guerre mondiale. Et il y avait autant de collaborateurs wallons que de collaborateurs flamands pendant la Première Guerre mondiale, ce qu'on oublie souvent. Mais en fait, ce qui est terrifiant à analyser, c'est qu'en 20 ans, on passe d'un mouvement flamand qui demande juste d'être reconnu dans sa langue, d'avoir des universités en néerlandais, d'avoir des écoles en néerlandais. En 20 ans, on passe de ça à 3 partis fascistes, une seconde collaboration et une déportation d'opposants et de juifs, quoi. Donc c'est terrifiant de voir à quel point ça va vite. Et du coup, ça montre aussi que en fait, la mollesse belge dont tu parlais là tantôt, on n'en a pas besoin parce que ça peut aller très vite. Donc, vaut mieux qu'on se réveille un peu et qu'on oublie un peu la mollesse belge, parce que si en 15 ans ils arrivent à le faire à l'époque, et c'est déjà en route depuis un moment, ça peut aller très vite. La Belgique, on a la chance que c'est un État hyper complexe et avec plein de différents degrés de pouvoir, ce qui fait que le démantèlement de l'État belge et la fascisation officielle de l'État belgique, ça prendra un peu plus de temps qu'en France ou en Allemagne, mais c'est en cours de route et du coup ça on doit très bien comprendre et du coup une manière de lutter contre ça, c'est de voir que les stratégies dont on a des exemples du passé, sont les mêmes aujourd'hui et du coup pas se faire berner par ce genre de stratégie, quoi. Et du coup, pour répondre juste à ta question sur les projets de la chaîne, j'ai pas vraiment 100 000 projets, je fais surtout en fonction de l'actualité et s'il y a des envies qui me viennent de faire une vidéo. J'ai juste un projet, c'est pour le mois de mai, c'est que j'aimerais bien sortir plusieurs vidéos sur les partis fascistes qu'on a eu en Belgique dans les années 30-40. Parce que c'est le 8 mai, c'est la journée internationale de lutte contre le fascisme. Et du coup, ce qui m'intéresse surtout, c'est de venir avec un angle où j'aimerais bien parler du coup du parti Rex, qui est le parti fasciste wallon de Léon de Grelle, et le parti VNV fasciste flamand. Et en fait, de voir que tu as Rex, qui est un parti très pro-belge, très élitiste, mais un parti en soi nationaliste belge, et VNV, qui est un parti nationaliste flamand. Mais pourtant, voir qu'il y a des liens entre les deux, qu'il y a de Rex qui a aussi laissé la place parfois au VNV en Flandre, et donc de voir quand même des similitudes, et de voir aussi clairement que le fascisme, c'est souvent lié aux grandes entreprises, aux capitalistes qui choisissent à un moment plutôt le fascisme que le Front populaire, pour le dire comme ça, quoi. Super, écoute, un grand merci Chicon Vénère d'être venu ici. Merci d'avoir été là. Et merci de m'inviter. Et si des personnes ont envie de poser des questions, peut-être, j'ai fait très bruxellois là, peut-être, mais je peux leur passer le micro si elles le souhaitent. Oui, salut. Déjà, bravo pour ton travail. Je trouve ça vraiment génial. Tu disais au début que tu te sentais pas amusante ou rigolote. Et en fait, ça me fait connecter avec la question de base sur la soirée avec Wissam, qui était quand même sur les sociologues sont-ils drôles. Moi, je regarde plusieurs chaînes et je trouve que sur Twitch, effectivement, il y a tellement ce côté lien avec le divertissement. Notre grande référence, c'est
effectivement Dany Erras qui se veulent quand même un peu punchy, tous ces trucs-là. Alors que sur YouTube, finalement, on peut aller très vite regarder du blast ou des choses vraiment finalement très calmes où il n'y a pas d'humour, quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas la place justement pour des streamers qui sont pas marrants Voilà, c'est ma question, plus sur l'humour ou sur le rapport au divertissement, en tout cas sur Twitch, quoi. Bah, je pense que j'aimerais bien qu'il y ait la place et je pense que ça devrait être possible. En soi, Twitch, c'est un lieu aussi où ce qui est chouette à Twitch, c'est que tu peux rentrer dans un stream ou sortir d'un stream et c'est pas grave si tu rentres pas au début, tandis que une vidéo YouTube, souvent si t'as pas regardé le début, tu comprends pas ce qu'il y a au milieu, et aussi tu peux poser des questions, si tu comprends pas tu dis, ou même tu peux juste laisser ça en arrière-plan en train de cuisiner ou en train de faire autre chose et laisser ça. Donc c'est un peu comme la radio, donc en soi, je vois totalement où des gens pas drôles ont leur place là-dedans, parce que si tu es en mode en train de cuisiner pendant que je suis en train de faire mon live Twitch, justement, je trouve ça parfait. Je suis en train de lire un article en soi pour toi quand tu cuisines, tu vois. Donc je pense qu'il y a la place, mais c'est une question, je pense, d'habitude, de culturel aussi, pourquoi est-ce qu'on va sur les réseaux sociaux. J'en parlais avec toi ce matin, c'est que ce que j'ai l'impression, c'est que en Belgique, vu qu'il n'y a rien qui y a sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Twitch ou YouTube, qui parle de la Belgique ou qui parle vraiment de politique spécifiquement à la Belgique, mais du coup, si nous, on va sur Twitch ou sur YouTube, c'est pour nous amuser, ou soit pour s'informer sur la France. mais du coup, c'est pour nous amuser, donc je pense qu'il y a un truc culturel vu qu'on n'a pas l'habitude, ça existe des youtubeuses qui font du contenu politique sur la Belgique, je trouve qu'il y a... je sais pas, c'est compliqué à répondre. J'ai l'impression que moi, si je vais sur YouTube, je vais plus sur YouTube, quand je vais sur YouTube, je me dis, ah cool, je vais soit pouvoir m'informer sur un truc de la France, que ce soit une vulgarisation historique de Nota Bene ou de Manon Bril ou qui que ce soit d'autre, une vidéo de Blas, ou soit je vais m'amuser en regardant une vidéo de Natou ou qui que ce soit d'autre. Tandis que je m'attends pas à trouver une vidéo sur la politique belge. Et quand ça m'arrive, s'il y a parfois des associations qui font parfois quand même des vidéos ou quoi, je la regarde pas. Il y a vraiment un truc de... je sais pas, je suis pas venu sur YouTube pour regarder de la politique belge. Et du coup, genre... mais c'est peut-être juste moi qui ai ce mindset-là. Mais du coup, parfois, oui, je peux être en train de regarder une vidéo sur Blas, sur le Premier ministre français qui a dit une dinguerie. Et puis, je vois passer une vidéo d'une association qui parle des sans-abri à Bruxelles. Je serais ça m'intéresse, mais ouais, là, en tout cas, là, dans mon moment de détente, même si ma détente est de regarder des trucs politiques de Blast ou de Mediapart, je sais pas, la politique belge, c'est pas dans ma détente, dans ma tête, donc ça marche pas, mais peut-être c'est juste moi. Pourtant, on est marrant en Belgique. Hein, voilà. Est-ce que quelqu'un a une question ? Une intervention, un truc, je peux lancer le micro. Bar. C'est peut-être moi. J'essaie d'attenter comme ça. En plus large, et c'est pas vraiment une question précise, mais tu as fait le lien entre la radio et Twitch. Et de la même manière, je vais aller me tourner vers YouTube pour me poser d'une certaine manière par rapport à d'autres contenus qui sont plus rapides. Comment est-ce que toi tu te places vis-à-vis de cette comparaison entre radio et Twitch et ce sorte de fleuve qui passe en fond, comment est-ce qu'on le ressent? Est-ce que ça a besoin de plus de concentration? Comment est-ce qu'on l'aborde ça? Je pense que justement c'est intéressant parce que Twitch permet la répétition, permet la lenteur de l'explication, de prendre le temps sur un sujet, et du coup je trouve que c'est le truc parfait d'avoir en fond quand tu cuisines, par exemple, pour prendre cet exemple, parce que par exemple, si même tu es au courant du sujet à 3/4, en fait, tu n'écoutes qu'à moitié, mais quand il y a un truc ou une phrase que la personne dit qui t'interpelle, tu reviens dedans un peu, et si tu étais vraiment perdu, tu peux poser la question à la personne qui fait le live Twitch de répéter ou de résumer et tout ça. Donc je trouve que j'aime bien l'idée, en fait. Je préfère justement l'idée de m'avoir en fond que de m'avoir en vraiment full attention, parce que vu que j'ai aussi ce côté, d'une part, de peur d'être illégitime, mais aussi d'une autre part, de ne pas vouloir être starifié, de ne pas vouloir être vu comme une experte qui déboule ses idées, mais que c'est juste des idées qui traînent dans nos têtes et que du coup, ça te fait réfléchir. Et en fait, si tu écoutes
un live de 2 heures en cuisinant, en mangeant, et qu'en fait, au final, tu récupères que 10% des infos, c'est que ces 10%-là sont les infos justement qui t'intéressent un peu plus et du coup qui vont te faire réfléchir. Et ça permet de ne pas aller trop vite, de aussi prendre le temps de réfléchir et de laisser mûrir des réflexions. Donc moi, ça me plaît beaucoup, cette idée d'être plutôt de la radio de fond que la star de Twitch, quoi. Petite question subsidiaire, es-tu consommatrice de radio au départ? Pas du tout. Ok. Ouais, Twitch et YouTube, oui, mais justement, Twitch et YouTube, je les utilise beaucoup en mode radio, genre en mode quand je fais d'autres choses que j'écoute ça. Et je sais pas, radio, j'ai eu du mal, comme les podcasts, j'ai du mal et je pense que c'est parce qu'il y a une image, et que même si je regarde pas l'image parce que je suis en train de faire autre chose, c'est très psychologique le fait que j'ai démarré avec une image ou que je peux retomber sur une image à tout moment, même si c'est juste quelqu'un qui est en train de Twitcher et streamer en live. Je sais pas, ça me rassure et ça me permet que j'écoute plus facilement. Ouais, radio, podcast, j'ai jamais vraiment écouté, ouais. Génial. Est-ce que quelqu'une a encore une intervention à faire, une question, un truc, une blague? Ah, magnifique. Ouais, moi j'avais plutôt une question. Ça va, on m'entend? Ouais, ça va. J'avais plutôt une question, on va dire, politique, parce que là t'as beaucoup parlé de fascisme, etc. Moi il y a un truc, je suis français à la base, et du regard de la France, ce que j'avais aussi c'était, oui, bon, la Belgique ils sont un peu progressistes, ils sont gentils, etc. Comme ça, ce truc-là. Et je sais pas si toi c'est un truc que tu as envie d'explorer, ce côté, sous couvert de, on va dire, progressisme, notamment, je pense aux questions LGBT, mais pas seulement, voilà. En fait, par derrière, il y a des choses vraiment hard qui se passent. Est-ce que ça, c'est un truc qui t'intéresse, que tu as exploré, ou que tu as envie de travailler? Clairement, oui, et notamment, j'ai fait une vidéo sur les meurtres homophobes et queerphobes en Belgique, parce que je trouve que c'est un sujet qu'on voit souvent à l'étranger, qu'on voit souvent aussi avec plein de biais, que ce soit des biais homophobes de base ou des biais même racistes qu'on voit à travers ça, et tandis que c'est des choses qui arrivent en Belgique, tandis que on a beau avoir le mariage homosexuel depuis 2003, c'est pas quelque chose qui a sauvé, qui nous a sauvé beaucoup, et je pense que c'est un peu un des fils rouges de mon travail, c'est de clairement essayer de venir réindigner les Belges, et de dire en fait non, on n'est pas aussi progressiste, c'est pas parce qu'on se compare à la France et que la France c'est vraiment terrifiant que on doit dire qu'on est bien, tu vois. C'est comme et je pense un des premiers trucs qui m'avait vraiment politisé, c'est il y a longtemps, mais c'est Merkel qui dit Wir schaffen das, donc on réussit, on va s'occuper des immigrés, et que il y avait plein de gens autour de moi qui disaient trop bien Merkel, heureusement qu'on a elle et que ça marche, et que voilà, oui, elle est un peu libérale, mais voilà, c'est au moins on a ça. Et moi j'étais mais s'il faut se contenter de Merkel comme truc positif, non, tu vois. Et là c'est pareil en Belgique, en fait, on doit pas se contenter, même si c'est mieux qu'en France, même si c'est mieux quand il y a plein, en fait, c'est toujours pire quelque part. Quel que soit le sujet, en fait, que ce soit les conditions de travail ou quoi, oui, on peut dire c'est pire au Bangladesh, donc pourquoi est-ce qu'on lutte pour les conditions de travail, tu vois. Mais ce raisonnement-là, il est absurde et totalement aliénant et dépolitisant, parce que il se passe des choses en Belgique. C'est pas parce que on a le mariage pour tous qu'il n'y a pas des gens qui se font tabasser, des gens qui se font exclure, qu'il y a encore une homophobie ambiante, qu'il y a encore une homophobie intériorisée chez plein de gens, qu'il y a encore des accès compliqués pour les personnes trans aux soins, que ça coûte une blinde pour faire une torso ou pour acheter des hormones, que c'est pas remboursé pour pas toujours. Tout ça, c'est des sujets hyper problématiques pour plein de gens, qui sont précarisants pour plein de gens, qui mettent les gens dans la merde, qui poussent des gens parfois au suicide, à la détresse, tout ce que tu veux. Et donc dire que oui, tout va bien en Belgique parce qu'on n'a pas tous nos politiciens qui remettent en question le mariage pour tous, je suis là, est-ce que c'est de ça qu'on se suffit ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est de ça qu'on va se contenter ? Tandis qu'il y aura toujours pire autre part, mais moi j'ai envie de lutter pour mes adelphes aussi, et quand je vois mes adelphes trans qui galèrent, qui ont plus de thunes, qui galèrent, ou que je vois les centres fermés où ils enferment des gens, et que là notre ministre elle veut de nouveau enfermer des enfants,
Non, c'est pas parce que c'est pas aussi grave qu'en France, parce que là ils enferment des enfants depuis 15 ans, c'est pas pour ça que c'est pas un problème que ça change en Belgique, ou même que c'est les problèmes parce que là je parle beaucoup du nouveau gouvernement, mais le gouvernement précédent c'est pareil, hein, on enfermait des gens aussi, donc c'est totalement des choses qu'on ne doit pas accepter, quoi. Et le progressisme belge, j'aimerais bien plus l'aborder, c'est vrai que c'est une bonne idée de l'aborder dans cet angle-là, de vraiment venir critiquer cette idée comme quoi on est progressiste, mais c'est pas vrai en fait, c'est pas vrai, c'est pas parce qu'on... Et même l'idée de progressisme, pour moi, il est très dépolitisant, parce que progressisme, ça veut dire c'est comme si c'était là. On sait, nous, moralement, on est progressiste. Notre société, elle est là, elle est progressiste. Non, c'est des droits qui ont été acquis par des luttes sociales, des luttes de gens. C'est des gens qui se sont battus, qui se sont fait tabasser, tuer toute leur vie pour acquérir les droits, que ce soit même le mariage pour tous, hein, même si c'est pas vraiment une solution, c'est quand même des luttes qui ont duré pendant des années. Et venir dire où on est progressiste, c'est invisibiliser totalement le travail du passé aussi, quelque part, je trouve. Génial, merci. Est-ce que... Une petite dernière question pour la route? Yes. Toi, je pense que tu peux avoir le micro si tu en as envie. Alors déjà, je sais pas si tu m'entends. Ok. Déjà, merci pour ce que tu fais, c'est super cool. Voilà. Et ma question, c'était que je me demandais... pour toi, est-ce que les rôles des gens sur Twitch ou même sur YouTube et tout, c'est strictement d'informer, ou est-ce que tu te vois donc d'informer sur la politique évidemment, mais est-ce que tu te vois parfois sortir, parce que tu as parlé de réformistes, du coup ça m'a fait penser à ça, est-ce que tu te vois parfois par exemple appeler à voter pour un parti ou je sais pas, participer à certaines actions qui du coup je sais pas, sont organisées par des syndicats, etc. Ou est-ce que pour toi c'est strictement de l'information, on en fait ce qu'on veut? Je sais pas, on devient anard, on rejoint un groupe communiste, peu importe. Ou voilà, c'est ça ma question. J'ai pas vraiment de réponse concrète, parce que pour moi, c'est ce que je fais, ça peut évoluer, c'est selon mes envies, mes énergies, ou s'il y a d'autres gens qui me rejoignent ou qui m'aident ou quoi que ce soit, et si ça devient un collectif, trop cool, ça se discutera ensemble. Alors, appeler à voter un parti, ça je suis pas sûr, ou en tout cas pas dans l'immédiat, mais ça, pour moi, c'est une question de diversité des stratégies, et qu'il y a plein de choses qui peuvent être pertinentes à un certain moment ou pas, tu vois. Et genre, si je pense à cette histoire de front populaire qu'il y avait en France pour les élections législatives, avec le risque d'un parti fasciste qui prend le pouvoir, avec la situation en France où le président ou le Parlement a énormément de pouvoir, du coup ça change quand même énormément de choses. Là, oui, j'aurais probablement fait campagne pour le Front populaire, et j'aurais appelé à voter ça et tout ça. Mais en Belgique, c'est différent, c'est pas le même fonctionnement. La montée du fascisme n'est pas la même crainte immédiate. Elle est là, elle est en train de se construire, mais c'est pas un changement immédiat, comme si y a le président français qui est quelqu'un du RN, ça changera énormément de choses concrètement, tandis que notre Premier ministre qui est facho, ce qui est le cas, ça prend du temps encore, parce qu'il faut encore faire passer des trucs, et la Belgique est complexe. Donc ça, non. Après, sur des actions, pour moi, c'est quelque chose de... J'ai créé une plateforme. Là, je fais selon ce que j'ai envie, ce que j'ai l'énergie. Mais en soi, si c'est une plateforme qui pourrait potentiellement être réappropriée par d'autres, ou utilisée pour visibiliser des actions ou des collectifs. Il y a, par exemple, j'ai une copaine qui m'a parlé du collectif OSVP, qui est Outils solidaires contre les violences policières, qui est donc un super chouette collectif que je soutiens de ouf. Et elle m'a dit, peut-être ça serait cool de faire une vidéo ensemble avec ce collectif pour parler de la police, et que eux, du coup, ont les ressources, ont les connaissances, et ça, je suis trop pour. Ça, je suis grave chaud. J'aimerais bien travailler avec plein d'autres gens. Mais ça sera toujours selon mon énergie, en vrai. Et genre, je sais, je connais mes limites et mes capacités, et c'est pour ça que je dis clairement aussi que je suis pas le sauvetage de la gauche, parce que je sais que j'ai pas l'énergie de ça, et je pense que c'est pas réel d'une part, mais je pense aussi que j'ai pas l'énergie pour ça. Et mais s'il y a des propositions, s'il y a des gens, des collectifs qui ont besoin d'une plateforme pour être visibilisés, qu'on fait un chouette travail ensemble, grave chaud. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Ouais, non, c'était bon, parfait.
Ok, une petite dernière question. Ouais, je me demandais si tu avais vu un peu dans l'actualité aussi plusieurs streameuses qui ont arrêté pendant un temps, qui ont fait des pauses comme Krone ou des gens comme ça. Est-ce que toi, ça te fait peur, par exemple, le côté harcèlement que tu pourrais ressentir justement de vagues de fascisme ou voilà, enfin, le fait de s'exposer sur les réseaux, peut-être être pas à l'abri de ça aussi, quoi. Voilà. Oui, clairement, c'est un gros questionnement que je me suis posé. Est-ce que je mets ma tête sur les réseaux, même si je dis pas mon nom, ça va fuiter tôt ou tard très rapidement. Donc je me mets à risque, ça c'est sûr. Mais j'avais une réflexion d'une part où ma tête est quelque part déjà sur des sites internet pour diverses raisons, aussi parce qu'à un moment j'étais dans des mouvements climat et que je prenais beaucoup de parole et la place, et du coup ma tête était déjà publique quelque part, donc j'avais pas cette crainte de me rendre plus public, même si je parlais de sujets plus touchy pour les fachos et du coup plus propice à l'harcèlement, mais c'est pas quelque chose c'est plus dans l'inquiétude vraiment de danger physique que j'ai plus peur qu'on trouve où est mon adresse ou qu'on me reconnaisse dans la rue et qu'on me tabasse. Ça, j'ai plus peur. Mais vu que je suis pas très connu, pour l'instant ça va. Mais sur le harcèlement en ligne, c'est quelque chose sur lequel je suis préparé parce que c'est pas la première fois que je me mets sur les réseaux sociaux. J'ai notamment sur d'autres sujets, en fait, je tiens un compte Instagram qui parle d'asexualité parce que ça me concerne. Et c'est un réseau social sur lequel j'ai eu beaucoup de haine, beaucoup de violence. Et du coup, j'ai déjà eu une expérience là-dedans et c'était quelque chose qui me touche vraiment très peu. Et que limite ça me rassure parce que je suis là genre en fait s'il y a des gens d'extrême droite qui me chient dessus, c'est que je fais du bon travail. Donc clairement c'est comme quand j'avais certaines vidéos où parfois il y a quelques trolls qui trouvent mes vidéos et qui commentent, mais parfois j'hésite à les laisser les commentaires parce que je suis là genre mais en fait s'il y a des gens qui voient que des fachos m'insultent et me traitent de sale pédé, je suis là genre en fait, moi, ça m'affecte pas, donc ça me blesse pas, et ça me fait du référencement sur YouTube, et en plus, ça me prouve que je les blesse et que je les attaque ou que je les mets en difficulté ou quoi que ce soit. Voilà. Mais donc, ça me fait pas peur, clairement pas. Mais ce qui me fait peur, c'est plus dans une montée d'extrême droite, que du coup là, la violence étatique s'accentue. Et que du coup, là, une personne un peu connue, non-binaire, PD, un peu trop ouverte sur certaines discussions, pourrait peut-être être embarquée, pourrait peut-être être tabassée en rue ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est plus dans un stade plus loin, quoi. Donc actuellement, non, j'ai pas de crainte, mais je sais que sur le long terme, en tout cas, si on n'arrive pas à empêcher l'extrême droitisation de plus en plus de notre société, que là, je cours plus de risques, quoi. Mais actuellement, si c'est juste de harcèlement en ligne, je suis là, oui, commenter, comme ça me fait des likes, quoi. Genre, c'est très bien. Voilà, je vous propose qu'on se quitte sur cette phrase géniale. Si les fachos nous harcèlent, c'est qu'on fait du bon boulot. Voilà, merci beaucoup Chicon. Et merci de m'avoir invité, c'est grave chouette. Avec grand plaisir.